Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 août 2019. Dans ma petite vidéo ironique, parodique, second degré, où entre guillemets, il faut mettre beaucoup d'entre guillemets et truffer ça également d'italique, je faisais une sorte d'apologie iconoclaste de Donald Trump. Mais je pense m'être trompé en affirmant que c'est à l'été 2014 que Barack Obama a sommé Bachar el-Assad de représailles suite à l'intervention de ce dernier, de l'intervention d'Assad contre sa population en utilisant des armes chimiques, et ce qu'il avait appelé la ligne rouge. Alors c'est à la fin du mois d'août 2013, précision importante, que finalement Obama a changé d'idée. Et on se rappellera, et là c'est assez ironique quand on y repense, qui va un peu à la suite de ce que j'affirmais hier, qu'il y a beaucoup de gesticulation, beaucoup de tweets, dans le cas du général en chef Twitter, mais peu de, fort heureusement, de passage à l'acte. Alors, Obama a dit beaucoup moins de conneries que son prédécesseur. Cependant, les conneries des gens extrêmement intelligents ont toujours plus d'ampleur que les bêtises des gens, disons, plus limités sur le plan intellectuel. Mais donc, Donald Trump l'avait sommé, l'avait incité, l'avait supplié de ne pas passer à l'acte. Alors, sur ce coup-là, les deux présidents se sont entendus. Il y a eu de l'esbrouf, il y a eu du bombage de torse, il y a eu la danse des gorilles, mais rien ne s'est passé. Sauf que 6 ans plus tard, Bachar el-Assad, qui avait quand même eu le génie d'instrumentaliser l'État islamique, pour montrer à quel point lui, c'était nécessaire, n'est-ce pas? C'était nécessaire qu'il reste en poste pour pouvoir éliminer les groupes terroristes qui avaient essaimé sur son territoire. Il a même été question à un moment donné qu'Al-Qaïda participe aux attaques contre l'État islamique. Alors écoutez, Bachar el-Assad est toujours en poste. Voilà, c'est une petite précision que je me devais d'apporter. Mais maintenant, je vais vous parler de la révolution culturelle qui a eu lieu au printemps 2012. On se rappelle, printemps 2012, inutile de revenir là-dessus, il y a toutes sortes de raisons qui ont amené j'allais dire ce soulèvement, le mot est trop fort. Insurrection, le mot est trop fort également. Mais disons, ces manifestations de grande ampleur qui ont quand même été soutenues par une partie assez importante du Québec. En particulier la région métropolitaine, certains quartiers. Plateau, Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve. Comtés qui sont tombés même, pouvons-nous dire, aux mains des Québec solidaires. Bon. Et donc, ce fameux printemps 2012, dont on a beaucoup écrit, il y avait même des livres qui se publiaient au moment où le printemps avait lieu. Vous le savez, ceux qui suivent mes activités, j'ai été très enthousiaste à soutenir cette nouvelle génération qui s'était mise en mouvement. Beaucoup en sont revenus. Beaucoup n'en sont pas revenus aussi. Certains sont morts. J'ai déjà raconté ailleurs ou ici que j'ai fréquenté beaucoup de manifestants et quelques-uns se sont enlevés la vie. Je pense entre autres à Jean-Pierre Laure qui était président de l'exécutif de Sainte-Marie-Saint-Jacques et c'est grâce à lui que j'étais devenu conseiller dans ce comté qui à ce moment-là était détenu, en fait, qui est toujours détenu par Manon Massé. Que d'ailleurs j'ai vu dans une manif assez violente dans le centre-ville. On s'est retrouvés, elle et moi, dans j'allais dire une anfractuosité, je sais pas comment le mot m'échappe. On s'est retrouvés en tout cas tous les deux, elle assez terrifiée par l'usage inconsidéré que faisaient les forces policières de bombes assourdissantes. Et on s'est retrouvés tous les deux, elle était très paniquée. Moi, j'étais moins paniqué, mais disons, ça avait été une de ces soirées
fin de printemps, fin mai, assez rude, hein. Les derniers moments du printemps québécois ont été assez... J'ai vu des policiers battre des jeunes filles. En tout cas, j'ai raconté ça. Et en fait, c'était une des raisons qui faisait que je me retrouvais dans la rue aussi. Et puis moi, il m'est rien arrivé. Je circulais parmi les manifestants, parmi les forces de l'ordre, et jamais je me suis fait inquiéter par qui que ce soit. Les policiers ont dû dire, bon ben mon oncle il se promène, mon oncle fait la révolution, alors ben, peut-être qu'ils ont pensé que j'étais journaliste, ou peut-être que j'étais libraire. Qui sait? En tout cas, ils ont dû penser quelque chose, ou je suis carrément l'homme invisible, hein? Un type dans la cinquantaine, la petite cinquantaine, je venais d'avoir 50 ans, qui déambule comme ça au milieu de policiers et de manifestants. Bon, ben, ça devait avoir quelque chose d'assez pittoresque, mais bon, je voudrais pas revenir là-dessus, parce que mais il s'est écrit beaucoup de choses, il s'est publié beaucoup de choses pendant ce printemps-là, donc je faisais référence à Jean-Pierre Lard, avec qui j'ai manifesté, et avec qui j'avais assisté à un lancement au cabaret La Tulipe, sur la rue Papineau-Mont-Royal, un livre sur les carrés rouges. Et les événements avaient lieu, un assez gros livre d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de succès, mais les événements étaient en cours quand le livre a été publié. Alors, il y a eu une quantité inimaginable de livres qui se sont publiés en 2012, en 2013, je dirais même jusqu'en 2014. Mais depuis 7 ans plus tard, c'est le silence radio. On se rappelle également que la figure messianique de Gaston Miron avait émergé au cours de ce printemps-là. On était plusieurs à scander des poèmes de Miron. La marche à l'amour était devenue une sorte d'hymne pour les manifestants. Et Miron était dans tous les imaginaires. Mais à l'époque, moi, ça m'avait beaucoup touché. Mais aujourd'hui, j'aurais envie, peut-être c'est comme ça que je vais baptiser cette vidéo-là, l'adieu à Miron. Parce qu'il y a quelque chose d'hyper important qui s'était déroulé ce printemps-là, ce printemps 2012, mais peut-être pas ce qu'on croit. Voilà. Et je vais vous faire part de quelques-unes de mes observations à partir d'un commentaire qu'un prof d'université en littérature m'a fait il y a quelques semaines, qui lui dirige des maîtrises, des doctorats, et ce qu'il me disait, et c'est pas un vieux prof, là, je dirais mi-quarantaine, hein, donc c'est encore un jeune prof, c'est que les auteurs avant les années 80, même avant les années 90, ne sont pas l'objet de maîtrise ou de doctorat. Gabriel Leroy, Inconnu au bataillon, Anne Hébert, Claude Gauvreau, Hubert Aquin, Régent Ducharme. Aujourd'hui, on fait des thèses sur Nelly Arcan, sur José Yvon, beaucoup d'autrices. Hein, ça a été accepté maintenant, c'est dans les usages, donc on n'hésite pas à la reprendre. Beaucoup d'autrices, et qu'il y a une cassure là, en ce moment. Il y a eu une cassure. Que les auteurs des années 60, 70, 80, eh bien, ça n'intéresse plus les jeunes. Ça intéresse assez peu les jeunes chercheurs. Ça intéresse à des contemporains. Il me disait également, toujours, que les auteurs qui montent, les jeunes auteurs et autrices qui sont en pleine effervescence, ne souhaitent plus être publiés dans les maisons traditionnelles. Exemple, Boréal, qui est perçu, moi j'ai toujours vu Boréal comme notre Gallimard québécois, mais là, semble-t-il, c'est devenu, être publié chez Boréal, c'est devenu ringard. Les jeunes auteurs souhaitent être publiés où? Voilà, c'est ça la question. Ils souhaitent être publiés au Cartanier. J'ai pris une petite note, là, j'ai pris je suis certain que je vais en oublier, mais je vais vous nommer ceux qui me sont venus à l'esprit là, avant de faire cette vidéo. Le Cartanier, La Peuplade, L'Écrou, Alto, Héliotrope, Nouveau Projet. Je me permets d'ajouter Mémoire d'Encrier. Et puis aussi, on a pu observer dans des revues qui apparaissent ou qui ont connu une nouvelle mouture, un nouveau look. Lettres québécoises, par exemple, qui est devenu LQ. Hein? Des nouvelles librairies aussi, hein? Le Port de Tête, Le Guélion, La Flèche Rouge, qui est malheureusement pas resté très longtemps dans le quartier Hochelaga, et aussi des
des librairies qui ont été acquises par une nouvelle génération. La librairie du Square, qui eux, après ça, ont ouvert, toujours sur la rue, une autre succursale sur la rue Bernard. Alors, tout ça pour vous dire que... Et puis, il y a eu les Herbes Rouges aussi qui ont de nouveaux propriétaires. Alors, c'est clair ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé au printemps 2012, au fond, c'était une révolution culturelle. Maintenant, c'est comme ça que je lis l'événement. Il y a des nouvelles voix qui sont apparues, il y a des nouvelles forces intellectuelles qui ont pris de la puissance et qui ont pris le pouvoir, finalement. Le 17% de Québec solidaire, c'est pas anecdotique. Peu importe ce qu'on pense des solidaires. Et ils sont appuyés, et intellectuellement et politiquement, par une relève de la garde, je dirais. Est-ce que moi, je m'en désole? Je vous dirais non, parce que je demeure émerveillé, faut bien le dire ici, par la vitalité, le dynamisme, la créativité du peuple québécois. Que de nouvelles générations créent de nouveaux outils, de nouveaux canaux de communication. Pour moi, c'est très bon signe. C'est signe qu'au fond, eh ben oui, parfois, les vieux arbres doivent tomber pour laisser place, doivent tomber dans la forêt pour laisser place à de vieilles pousses. Mon seul petit regret, je dirais cependant, c'est que j'aimerais quand même qu'il y ait il y a une continuité, mais c'est comme une sorte de continuité invisible, presque inconsciente, je dirais même peut-être à des limites subliminales, parce que il y a des liens avec le Cartanier puis Yann Hébert, c'est évident. Il y a des liens avec Lécroux puis Claude Gauvreau. Il y a des liens, et j'aimerais que ces liens soient mieux mis en avance, qu'on ne soit pas encore une fois mis devant et ça, nous, au Québec, puis je dirais en Amérique, on aime les génies naissants. Et on aime la fraîcheur, on aime la nouveauté. Ce que je jugeais assez durement, d'ailleurs, Nelly Arcan, qui trouvait, pour elle, on ne peut être qu'un jeune écrivain. Et outre le fait qu'elle manquait terriblement d'amour, quand on lit ses livres, on s'aperçoit que c'est une femme éplorée d'amour. Eh bien, pour elle... on n'était qu'un jeune écrivain. On était un jeune écrivain, c'est tout. Il n'y avait pas de possibilité d'être un vieil écrivain, d'être un vieux poète pour elle. Les maisons d'édition n'avaient d'intérêt que pour les promesses de bonheur. Mais force nous est d'admettre que ce printemps-là, 2012, maintenant, il n'y a plus de livres. Ça fait 7 ans que l'événement a eu lieu. C'est le silence radio sur ce qui s'est passé, mais c'est peut-être parce que la révolution a eu lieu. La révolution culturelle a eu lieu. On est, pour parler savamment, nous sommes entrés dans un nouveau paradigme. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. On va encore trimballer cette souffrance existentielle. On va probablement... cette vieille fatigue dont on n'arrive pas à cette vieille fatigue d'exister en ce territoire, en ce continent nord-américain. Le Québec lui-même est un continent. C'est vaste comme un continent, c'est effarant comment le Québec est immense. Mais bon, est-ce que les générations, les jeunes générations qui œuvrent sont parfaitement, ou enfin sont inconscientes des traumatismes qu'a subi ce peuple auquel ils appartiennent? Je suis pas sûr, mais assurément, il y a des voix nouvelles, il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle... Et ça, c'est par ce renouvellement-là, qui est assez douloureux, faut quand même le dire, mais qui a permis à la survivance. Je pourrais dire un mot aussi, ce qui m'émerveille assez, c'est de voir les littératures autochtones, dont la maison d'édition, Mémoire d'Encrier, est un des plus ardentes dont la maison d'édition Mémoire d'Encrier fait la promotion. Et c'est assez formidable de voir que ce bilinguisme-là, parce que certains textes, je pense à Joséphine Bacon, entre autres, sont à la fois écrits en français et à la fois en inou. Alors, c'est formidable, ce bilinguisme-là, mais c'est aussi en français. Cet héritage-là commun que
que les peuples autochtones apportent à la littérature autochtono-québécoise, c'est formidable. C'est un apport extraordinaire. Alors, on ne peut que se réjouir qu'il y ait des passeurs dans les deux communautés, de véritables ambassadeurs dans les deux communautés, qui ouvrent des espaces de dialogue. On ne peut que s'en réjouir. Alors, voyez, ça pour moi aussi, cette émergence-là, on pense à Assiniwi. Assiniwi, dans les années 70, il était un pionnier, mais il était tout seul. Mais là, aujourd'hui, on sent toutes ces voix-là autochtones qui viennent se joindre au fond aux nôtres, nos voix, la leur, nos voix. Et pour moi, c'est à la fois un réconfort extraordinaire et une manière d'envisager l'avenir avec optimisme et joie. Alors voilà, c'est mon point de vue. 7 ans plus tard, il y a eu une révolution culturelle, peut-être la révolution politique attendue par certains, dont moi. Eh bien, elle n'a peut-être pas donné les fruits qu'on escomptait. On se rappelle le 4 septembre 2012, finalement, le Parti québécois a pris le pouvoir et ce soir-là, on a essayé d'assassiner Pauline Marois. Peut-être que les historiens du futur jugeront cette date-là du 4 septembre étant la date officielle du décès de ce grand parti. Mais les partis meurent, mais les rêves, les projets, la poésie, elle, ne se rend jamais. Alors, ce sont des outils. Parfois, les outils, ils ne servent plus, ou ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Alors, il s'agit de les remiser, ou faire une vente de garage avec, ou les recycler, ou en faire Dieu sait quoi. Mais il faut avoir la sérénité d'accepter que certaines choses doivent disparaître. Mais peut-être le 4 septembre là, 2012, ça a été cette tentative d'assassinat, ce qui est ironique, il faut bien le dire aussi. Elle n'a pas été bien protégée, Pauline Marois, par la police de Montréal, qui était occupée à surveiller 10 manifestants, tout au plus, place Émilie-Gamelin, qui aujourd'hui s'est transformé, qu'on peut plus, on n'imagine même pas, c'est devenu une espèce de café, de restaurant, avec la place a été littéralement recréée, reconceptualisée au niveau ergonomique, au niveau de l'espace, au niveau du territoire, sans doute pour empêcher des rassemblements spontanés comme celui de 2012. Mais de toute façon, je ne crois plus que les conditions soient réunies pour qu'on assiste à une pareille effervescence. Je ne crois plus. Il y avait toutes sortes de circonstances dont on pourrait parler, mais je vais conclure avec un petit commentaire aussi qu'un jeune homme qui fréquente ma librairie, s'il écoute cette vidéo, il se reconnaîtra. Il me disait, lui, que oui, il y avait une nouvelle génération des adolescents, 13, 14, 15 ans, qui, eux, n'ont pas été absolument pas formés aux médias traditionnels, qui donc alimentent leur réflexion et vont choisir leurs informations sur les réseaux électroniques, qui, eux, en ont marre des milléniaux, en ont marre du politiquement correct des milléniaux qui sont devant, et qui se préparent, eux, à fourbir leurs armes et peut-être entrer en clash avec les milléniaux. Alors forcément, le vieux singe que je suis, faut bien le dire, vieux singe à défaut d'être un vieux sage, observe avec beaucoup d'intérêt et d'affection, disons-le franchement, ce qui se passe. Mais vous savez, ces trucs-là de génération, moi, j'étais déjà singulier dans mon groupe d'âge, quand j'étais un tout jeune homme. Je demeure singulier. Et je demeure singulier et je vais demeurer singulier jusqu'à la fin. Alors voilà, si je vous ai fait part de mes observations, je conclus en me répétant, oui, il y a eu une révolution culturelle, c'est manifeste, les fruits sont devant nous, on n'a qu'à observer le paysage intellectuel, le paysage éditorial. Ce qui n'empêche pas, cependant, aussi, qu'une certaine résistance conservatrice s'est également réorganisée. Alors, il y a d'autres forces ailleurs qui se sont régénérées aussi au contact
de ce printemps. Alors, c'est intéressant, il y a des articulations. On souhaite qu'il y ait des passerelles partout, cependant. On souhaite que le dialogue reste là, même les insultes. Les insultes, c'est pas grave. C'est pas si grave, parce qu'on n'en meurt pas. Un passage à l'acte, oui. Le passage à l'acte, ça, c'est grave. Et voilà. Tant que ça parle, tout va bien. C'est quand ça parle plus que ça disjoncte, hein, que les fils se touchent, qu'ils soient rouges ou non. Alors, je vous remercie, portez-vous bien, et à demain peut-être. Ou un autre jour, je fais des vidéos comme bon me semble, quand l'envie me prend, j'ouvre ma webcam. Je ne cacherai pas que c'est assez agaçant de se parler. Ben, je me parle pas tout ça parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais c'est comme si je me parlais devant mon miroir. Ouf. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Allez, bonne journée à tous.